Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci de nous avoir, rejoints pour ce premier débat, co-organisé par le FFJ, donc le Forum français de la jeunesse, à l'occasion des élections régionales. Donc l'idée, c'était de pouvoir, donner la parole aux jeunes et qu'ils puissent, échanger avec les différentes listes candidates dans leur région. Donc on a prévu 6 débats avec, donc ce premier débat pour la région Bretagne. Alors, le FFJ, c'est quoi? Juste pour vous dire un tout petit mot. Donc nous, le FFJ, on rassemble, une série d'organisations qui sont animées et gérées par des jeunes directement, pour qu'elles aient un espace, en fait, où elles puissent, échanger, se concerter et pouvoir ensuite, échanger avec les pouvoirs publics pour, porter une parole des jeunes, en fait, et permettre aux jeunes d'être associés à la construction des politiques publiques. Et donc c'est un petit peu ce qu'on fait ce soir en organisant, ce débat avec, 5 des listes candidates, à l'élection pour la région Bretagne. Moi, je vais vous laisser entre les mains des 2 co-animateurs de ce soir qui sont des membres d'organisations membres du FFJ. C'est beaucoup de fois membres, mais en gros, vous allez avoir quelqu'un de l'association Jet d'encre et du MRJC et je vais vous laisser la parole directement. Comme ça, vous pourrez vous présenter bien mieux que je ne le ferai. Si mon micro va bien fonctionner, merci Anaïs. Je m'appelle Yoann Loedek de Broise, je suis membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle Jet d'encre, qui est une association nationale qui promouvoit et défend la presse d'initiative jeune, donc c'est la presse qui est dans les collèges, les lycées, les universités et autres structures, mais la presse qui est faite par des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Et j'ai personnellement 19 ans et moi je suis breton. Et en fait, à Gédonc, on a ce qu'on appelle des réseaux qui sont des réunions autour d'une région. Et du coup, c'est comme ça qu'en Bretagne, on a un réseau qui s'appelle le réseau Bretagne. Donc, on peut avoir du coup des membres bretons. Et je vais prendre la suite. Vous m'entendez? C'est bon? Je n'ai pas pu faire le test avant parce qu'il y a eu des problèmes informatiques. Du coup, moi, je suis Noémie Miro. Je suis animatrice au MRJC, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne. Et en fait, on a des équipes de jeunes, c'est un mouvement composé uniquement de jeunes de 13 à 30 ans. On a des équipes de jeunes sur le territoire qu'on accompagne pour mener des projets dans les zones rurales. Et du coup, moi, je suis sur les Côtes d'Armor, du coup, on intervient surtout en centre-Bretagne. Et le but, c'est que les jeunes puissent prendre leur vie en main et construire eux-mêmes leur territoire ruraux, quoi. Voilà, et du coup, on fait partie du Forum français de la jeunesse à ce titre, et puis on fait aussi partie du CRAJEC Bretagne. Du coup, on va pouvoir passer à vous, vos présentations à vous, quoi. On va faire un petit tour. Alors, j'ai pas les prénoms de tout le monde et je sais pas si c'est les têtes de liste ou pas. Et du coup, voilà, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer avec Tristan Breillet. Oui, bonsoir à tous. Alors, Tristan Breillet, moi j'ai 25 ans et je suis originaire d'une petite commune qui s'appelle Lampol-Ploarzel dans le nord Finistère. J'habite à Brest actuellement. Moi, je suis tête de liste dans le Finistère pour la liste Nous la Bretagne avec Thierry Burlot. Donc, une liste de rassemblement à la fois du centre droit, du centre gauche et puis de la société civile. Et puis une liste de rassemblement de l'ensemble des générations parce que ma tête de liste en est bien la preuve. Moi, je travaille actuellement au ministère de la Transition écologique. Et puis, voilà, pour rapidement mon parcours, j'ai été beaucoup engagé dans des assos sportives, puis des assos étudiantes au sein du réseau de la FAGE que le FFJ connaît bien. Et donc, vraiment un plaisir d'être parmi vous ce soir et de pouvoir échanger autour de notre projet. Ok. Loïc Chenet-Girard, si vous voulez prendre la suite. Bien, bonsoir, bonjour à tous. Merci d'avoir organisé ce temps d'échange. Loïc Chenet-Girard, j'ai 44 ans, je suis président de région sortant, candidat à ma réélection avec une équipe et un projet pour la Bretagne. Pour l'anecdote, j'ai commencé par le conseil municipal des jeunes lorsque j'étais enfant, avant de parcourir un parcours classique dans la République de conseiller municipal, puis adjoint, puis maire avant d'arriver à la région. Et en parallèle, j'ai travaillé dans le monde bancaire. Je suis en disponibilité de mon emploi. Ravi de participer à ce temps d'échange à vos côtés. Merci. Pierre-Yves Cadalen.
Oui, bonsoir à tous et toutes et merci pour votre invitation. Alors, on dit Cadalin, mais il y a un problème en Bretagne entre les N et les 1, on s'y retrouve jamais. Mais merci donc de l'invitation. Et alors, c'est marrant parce que l'association Jet d'encre, ça m'a fait penser au journal lycéen que j'avais créé. Et je l'avais créé dans un lycée qui, on ne choisit pas toujours ses parcours de vie, était un lycée privé sous contrat, donc ça va aussi avec les jeunesses chrétiennes. Voilà, c'est les deux dans le coup. Non, mais en tout cas, voilà, moi je suis tête de liste donc, de la liste que propose la France Insoumise pour une alternative sociale et écologique en Bretagne. Voilà, j'espère qu'on trouvera une majorité alternative en ce sens qui, nous aurons le temps d'y revenir, et bien, permettra de convertir notre modèle économique et de proposer un nouvel horizon à la jeunesse. Et sur le plan professionnel, je suis enseignant en sciences politiques et en relations internationales. J'ai donc finalement cette année eu à rencontrer et à voir les difficultés particulières qu'ont affrontées les étudiants du fait de l'épidémie. Mais on y reviendra aussi sans doute. Donc merci beaucoup à vous pour l'invitation. Claire Desmarais-Poirier, je vais écorcher le nom. Claire Desmarais-Poirier, mais c'est OK pour moi. Je suis, oui, chacun son tour. Je suis la tête de liste de Bretagne d'Avenir, qui est une liste écologiste et fédéraliste, une liste qui rassemble 8 organisations politiques, donc le pôle écologiste et au-delà, divers gauches et fédéralistes, et des citoyennes et des citoyens non encartés. Notre liste travaille sur les fondamentaux de l'écologie et d'un virage de transition écologique pour la région Bretagne. C'est une liste où les jeunes sont très représentés. Moi-même, j'ai 36 ans, alors je suis un peu de l'autre côté de la barrière. Je suis maman maintenant, mais je suis la plus jeune, une des plus jeunes candidates des hauts de liste avec Pierre-Yves. D'ailleurs, je crois qu'en France, on fait partie des jeunes, même à l'échelle nationale, tête de liste. En Bretagne, on a une énergie particulière. D'ailleurs, on a aussi le plus jeune président de région, puisque Loïc est aussi le plus jeune président de région de France. Donc voilà, et je suis très heureuse de porter cette liste aujourd'hui. Et on va parler dans le débat de la manière dont on envisage les choses, mais on a beaucoup d'espoir pour la séquence à venir et on prend nos responsabilités face à l'urgence climatique. Nathan Le Guernevet. Bonsoir, donc Fabien Le Guernevet. Donc, je représente la Guernevet. liste La Bretagne qui rassemble la droite, le centre et les régionalistes. Une liste qui est portée par Isabelle de Callennec, qui est la maire de Vitré, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir. Et donc, elle m'envoie pour la représenter. Moi, je suis maire adjointe de Vannes en charge de la culture et du patrimoine. Et dans le précédent mandat, j'étais à la jeunesse et à la vie étudiante. Et par ailleurs, je préside le Centre régional d'information jeunesse de Bretagne, qui, aux côtés de la région Bretagne et de l'État et des départements et de la CAF, déploie de façon opérationnelle beaucoup de dispositifs à destination des jeunes, de leur accès aux droits, de leur information et de leur accès à tout un tas de dispositifs. Merci. J'imagine qu'on a fait le tour à peu près. Ouais, d'accord. Et bien, on va passer à la suite. Yoann, je te laisse poursuivre. Très bien. Du coup, on a organisé ce temps en 3 parties et on va essayer de faire une première partie sur les enjeux de la campagne en Bretagne. On reviendra sur la jeunesse un peu plus tard et vous pourrez bien évidemment en parler. Je rappelle juste un souhait, c'est que les réponses soient courtes, donc pas plus de 2 minutes parce qu'on n'a que 1h30. Donc, avec beaucoup de candidats, ça fait que sur une seule question, on sera environ 10 minutes à chaque fois. Donc, ça serait bien que les réponses soient courtes. Et donc, ma première question, auquel chacun pourrait répondre, mais on va commencer par M. Chenet-Girard. Quels sont les 3 enjeux que vous identifiez pour la campagne en Bretagne? Pour la campagne pour la jeunesse, j'imagine. Ou la campagne générale. Les 3 enjeux pour la campagne en général, je dirais que tout d'abord, c'est de faire en sorte que nous vivions bien dans une Bretagne en bonne santé. Vivre partout dans une Bretagne en bonne santé, ça veut dire un travail sur tous les sous-jacents de santé et tout ce qui permet de bien vivre, c'est-à-dire l'alimentation, la santé en général et bien entendu l'habitat, les équilibres pour faire en sorte que notre Bretagne reste un territoire où il fait bien vivre partout, et puis d'assumer les transitions, car nous avons des enjeux devant nous, ces enjeux climatiques et environnementaux qui sont
forcément au cœur des projets, au cœur de nos actions de demain. Et je pense que tout cela concourt à permettre de bien vivre, encore une fois, partout sur le territoire de notre région Bretagne. D'accord, merci beaucoup. Du coup, la même question à vous, Monsieur Fabien. Je suis vraiment désolé, je vais avoir Fabien Le Guernevet, s'il vous plaît. C'était très bien dit. C'était très bien dit, c'était ça. Alors, nous, les principaux enjeux qu'on comporte se déclinent de 3 ordres qui sont libérer, protéger, transmettre. Donc, libérer, c'est libérer les entreprises de leurs contraintes pour les aider au développement économique et créer de l'emploi. L'emploi est notre priorité. Et il faut qu'on puisse aider les entreprises à se développer et puis qu'on participe au titre de la formation à ce qu'on puisse avoir des personnes formées pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre qu'il existe aujourd'hui dans les entreprises. Donc, libérer les contraintes des entreprises pour créer de l'emploi. Protéger, donc protéger notre cadre de vie et notre environnement. Parce que si on vit en Bretagne, c'est aussi parce qu'il y a un beau cadre de vie et qu'il faut le protéger. On a des enjeux très forts de transition écologique qu'il faut prendre en main. C'est aussi protéger les usagers des lycées, les usagers des transports, avec une meilleure sécurité à développer dans les transports, une meilleure sécurité à développer dans les lycées et aux abords, et puis aider les collectivités à déployer des systèmes de sécurité, que ce soit par leur police municipale ou par des systèmes de vidéoprotection. Et puis la troisième valeur, transmettre. Les libérer, protéger, transmettre, c'est transmettre des savoir-faire avec justement des formations adéquates aux besoins du monde de l'entreprise pour générer de l'emploi et puis permettre de garantir aux jeunes un avenir, et puis transmettre, c'est aussi transmettre des valeurs à travers le soutien à la culture et au sport. Merci beaucoup. Du coup, la même question à Madame Desmarres-Poirier. Donc notre liste, elle s'organise sur un triptyque qui est écologie, autonomie et solidarité. C'est transversal, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va retrouver dans tous les piliers des choses pour lesquelles on se bat. S'il fallait donner 3 axes principaux pour la campagne, mais surtout pour le mandat à venir. Évidemment, le premier, c'est l'emploi. Aujourd'hui, on est face à une crise économique qui nous touche de plein fouet. On a un enjeu très fort là-dessus, et il se trouve qu'on a une solution pour l'emploi, c'est de sauver le climat, puisque l'enjeu pour nous, c'est de se dire que la transition écologique, c'est aussi la transition économique, et qu'on a un outil et un levier très fort. On estime à 200 000 le nombre d'emplois qu'on pourrait créer en engageant le chemin de la transition écologique, c'est-à-dire en rénovant les logements, pour avoir une meilleure efficacité énergétique, en développant les énergies renouvelables, en avançant sur la transition écologique de l'agriculture pour recréer des emplois dans les fermes. Et en fait, on a un potentiel énorme, et on sait aussi qu'on a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui. Enfin, moi, je les rencontre régulièrement parce qu'ils viennent frapper chez nous pour faire des stages, parce que je suis agricultrice, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, je fais des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique, et donc des candidats à des changements de parcours ou à des parcours initiaux vers une agriculture durable, j'en connais plein, j'en vois plein. Je sais que c'est compliqué de s'installer. Je pense qu'aujourd'hui, on a un chemin énorme à faire pour amener la transition de notre économie, à la fois pour offrir des boulots qui ont du sens et qui rémunèrent justement les gens qui les font, et puis aussi pour faire une transformation écologique de notre région, pour améliorer la qualité de vie, limiter la pollution, améliorer la qualité de l'eau. Et ça va ensemble. C'est pas ou l'emploi ou le climat, c'est les deux ensemble. Et puis, s'il fallait donner un troisième point, c'est l'égalité des territoires, qui est quelque chose d'essentiel pour moi. Je vis dans un territoire rural, et je pense que la métropolisation, c'est pas un modèle souhaitable pour la Bretagne. On a besoin de rééquilibrer, on a besoin de vie partout, et on a besoin d'un service qui soit égal partout, notamment une politique de transport qui permette à chacune et à chacun de se déplacer facilement dans les territoires ruraux. On a un gros défi là-dessus, mais voilà, c'est un peu les 3 piliers de notre combat aujourd'hui, emploi, climat et égalité des territoires.
Très bien, merci beaucoup. Du coup, je remets la question pour les gens s'ils viennent de nous rejoindre. Donc, quels sont les 3 enjeux que vous identifiez pour la campagne en Bretagne? Et Monsieur Brier, c'est à vous. Eh bien, écoutez, c'est assez simple en fait. Pareil, trois grands axes. Le premier, c'est que nous souhaitons qu'en 2025, nous soyons au plein emploi en Bretagne. Et ce plein emploi, il est tout à fait atteignable. Il est tout à fait atteignable parce que nous avons vraiment des pépites dans l'ensemble des territoires. Moi, ça fait énormément de rencontres d'entreprises, de personnes engagées dans l'ensemble du territoire breton et qui recherchent du monde pour travailler. Donc, nous avons vraiment cet objectif du plein emploi pour 2025. Également, la question des solidarités territoriales. Aujourd'hui, le Conseil régional est un petit peu vu comme un outil au service du Pays de Rennes. Et nous voulons être la liste qui permet justement un petit peu plus comme le dit Thierry Burlot assez facilement, d'arrêter d'arroser là où ça pousse tout seul. Il faut qu'on puisse aider des territoires ruraux. Moi, tout à l'heure, j'étais du côté de Locmelar, dans le pays de Morlaix, et je peux vous dire que les habitants, ils attendent aussi plus d'aide du conseil régional. Donc, vraiment, cette solidarité territoriale chevillée au corps chez nous. Et puis, évidemment, et ça, je crois que c'est même plus une question pour des personnes de ma génération, la génération de l'écologie, des transitions écologiques. Nous voulons faire en sorte que la Bretagne puisse être une région phare sur les énergies renouvelables. Et c'est à la fois par des grands projets et à la fois par l'accompagnement des actes citoyens du quotidien que nous réussirons les transitions, et pas en opposant les uns et les autres et en étant dans une logique clivante. Nous sommes vraiment une liste de rassemblement, une liste de dépassement et une liste qui cherchons à faire l'union de l'ensemble des Bretonnes et des Bretons. Et je crois que ça, c'est très important. Merci beaucoup. Et enfin, du coup, on va terminer sur cette question par Monsieur Cadalin. Désolé si on écorche les prénoms. Non, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas susceptible. Merci beaucoup. Bon, pour le plein emploi, Tristan Brier et Thierry Burlot pourraient en toucher un mot à Emmanuel Macron, qu'ils soutiennent, puisqu'il paraît que c'est lui qui gouverne le pays depuis 4 ans. Donc, cela me semble tout de même un objectif assez étonnant de leur point de vue. Par ailleurs, je vous parle depuis Val d'Anas, puisque je vis à Brest, mais j'entreprends un tour de Bretagne à vélo à la rencontre de plusieurs initiatives qui vont dans le sens, je le disais, de l'alternative sociale et écologique que nous portons. Donc, je suis là aussi dans une Bretagne rurale. Vous voyez derrière moi, vous imaginez le chalet que cela peut être, puisque c'est Marc Martin, un ancien candidat insoumis aux législatives, qui m'accueille et qui est boulanger, qui a fait une conversion vers la boulangerie. Et je viens de passer dans la ferme de Guénel Floc, qui, sur moins d'1 hectare, fait du maraîchage. Je pense que Claire peut-être le connaît également. Et c'est un scandale, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'aide ni de la région ni de la PAC. Et le premier enjeu de cette élection, c'est la conversion agroécologique de notre modèle agricole. C'est quelque chose d'absolument essentiel, et je crois que cela passe tout d'abord par l'arrêt des subventions des élevages intensifs, que ce soit les volaillers ou les porcins, qui à chaque extension touchent une subvention du conseil régional, mais également en considérant la situation terrible dans laquelle sont plongés bien des agriculteurs en conventionnel et qui ont été plongés là par le Crédit Agricole, Triskalia et tout un ensemble d'acteurs qu'il faut nommer, car la complémentarité des modèles, comme le disait En Marche, mais c'est aussi le discours de Loïc Chenet-Girard, est le fauné de la perpétuation du pouvoir de la FNSE à la région. Nous pensons qu'il faut passer à autre chose. C'est pour cela que je parle avec ma liste et puis d'autres de majorité alternative pour l'alternative sociale et écologique. Sociale, puisqu'il faut également créer des emplois, mais cela suppose de l'investissement public sur des filières d'avenir articulées à la transition écologique. Je pense aux énergies marines renouvelables, je pense au plastique biosourcé, je pense à des filières qu'il s'agit également de soutenir, comme la fonderie de Bretagne, où nous avons commencé à Caudan il y a une semaine, et qui produisent ce qui permet aux voitures de tourner, les boîtiers de vitesse différentielle. Donc, il y a tout un nombre de secteurs à soutenir publiquement, et nous proposons un plan d'1 milliard sur le mandat d'investissement dans cette bifurcation. Enfin, le troisième enjeu
c'est bien celui des conditions de travail et de la rémunération du travail en Bretagne, puisque c'est la région où les salaires ouvriers sont les plus bas. Et l'on voit notamment dans les entreprises de l'agroalimentaire un turnover terrible où il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, puisque de toute façon, plus on reste longtemps, plus on se casse le corps. Et avec des gens qui ont des ceintures lombaires, par exemple, au dos, dès la trentaine. Il faut s'imaginer à quel point les conditions sont difficiles. Donc, nous conditionnerons strictement les aides à ces secteurs à l'amélioration des conditions de travail, en venant ainsi en appui aux ouvriers qui aujourd'hui sont laissés bien seuls. Merci à vous. Merci à tous. Alors, on va continuer un petit peu sur cette campagne et puis là, on va passer à une question sur la précédente mandature. Alors, en fait, pour expliquer un petit peu comment on a organisé ce débat, là, il y a toute une partie qui concerne le global et ensuite, on va passer à la question des jeunes. Donc voilà, on voulait vous poser la question d'abord à ceux qui n'étaient pas dans la majorité, de qu'est-ce que vous avez retenu. Alors, une chose phare, qu'est-ce que vous avez retenu de cette mandature. On vous demande, on vous demande une chose phare pour à nouveau qu'on puisse arriver à la fin au sujet qui nous intéresse, la jeunesse. Donc voilà. Si vous voulez, on peut commencer avec vous, Fabien Le Guernebet. Moi, ce que je retiens du mandat passé de l'exécutif à la région, c'est tout un tas de dispositifs qui ont poussé un peu partout comme des champignons, mais qui sont peu lisibles, qui ne sont pas clairs, qui sont parfois pas transparents, parce qu'il n'existe pas de guide des aides, et qui sont le marqueur d'une inéquité territoriale dans l'aide au développement des territoires par la région, où l'impression est donnée, en tout cas, hein, que ce sont toujours les mêmes qui bénéficient du concours de la région, et les autres territoires sont dans l'attente d'être considérés et soutenus par la région Bretagne. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est vraiment inverser la vapeur là-dessus, c'est vraiment avoir un guide des aides qui soit clair et lisible par tous, et que les dispositifs de la région puissent aider au développement de tous les territoires, et notamment ceux qui en ont le plus besoin. On parlait des territoires ruraux tout à l'heure, mais des territoires insulaires aussi, et que tout ne soit pas centré sur la métropole rennaise, parce qu'il existe beaucoup de besoins partout en développement des territoires et des projets. Et donc voilà, c'est ça que je retiens, c'est des dispositifs très peu clairs, opaques, et donc il faut vraiment remettre de la transparence dans les dispositifs de la région pour que tout le monde puisse en bénéficier. Claire Desmarques-Poirier, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette dernière mandature? Ce que je retiens de cette mandature, c'est que quand il n'y a pas d'écologistes dans l'institution régionale, on ne fait pas d'écologie. C'est le manque d'ambition, notamment sur les questions climatiques et les leviers importants de la transition agricole. Le rapport qui a fuité sur les algues vertes est tout à fait à l'image de cette question. Et puis, un des autres symboles, c'est le résultat de la Braille-Scope, hein, qui prend 10 ans de retard en objectif et pas en moyens, sur la manière dont on peut lutter contre le changement climatique en Bretagne par rapport à au cadre qui est fixé par l'Union européenne. On n'a pas 10 ans à perdre, en fait, surtout pas en Bretagne. On a 2700 km de côte, donc on est des vigies du changement climatique. Et à ce titre-là, je fais partie des gens, et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui ont donné lieu à mon engagement aujourd'hui dans cette campagne. Je fais partie d'une génération qui n'a plus envie de rester à attendre que d'autres fassent, alors que les décisions ne sont jamais prises. Je pense qu'aujourd'hui, il faut des écologistes à la région pour qu'on agisse dans le sens de l'écologie. Pierre-Yves Cadalin, vous voulez compléter? Oui, j'irais même plus loin que Claire. Je dirais qu'il faut une majorité des insoumis et des écologistes majoritaires pour vraiment produire une alternative, parce que ce n'est pas avec le Parti socialiste qu'on a en Bretagne qu'on y arrivera. Donc moi, je pense que ce qu'il faut tirer comme conclusion de ce mandat, c'est ce faux nez, je disais, de la complémentarité qui en fait continue à soutenir le lobby agro-industriel. L'entrée au capital, par exemple, de Triskalia, maintenant devenue Eureden par l'actuelle majorité régionale, qui d'ailleurs s'est éclatée entre la liste de La République En Marche et celle conduite par Loïc Chenet-Girard,
qui aujourd'hui continue à dire qu'il assume avoir voté Macron au premier tour comme s'il pouvait le refaire demain. Donc je crois que c'est finalement cette sorte d'alliage entre le lobby agro-industriel et la République en marche, eh bien, est la marque de fabrique de ce mandat et qu'il faut y trouver une majorité positive de propositions alternatives à laquelle nous allons contribuer dans la suite de cette élection. Merci. On va passer maintenant à ceux qui étaient dans la majorité. Alors du coup, il y a la République en marche et le PS. On va commencer avec le PS. Loïc Chenet-Girard, pour vous, c'est quoi votre principale réussite sur ce mandat? Sans forcément répondre à... Écoutez, c'est d'avoir... J'ai bien compris que le jeu n'était pas de répondre à tous les points sur lesquels les uns et les autres expriment qu'ils seraient meilleurs que moi. L'objectif, c'est d'expliquer les points sur lesquels j'ai une certaine fierté d'avoir réussi à avancer sur l'action pour l'ensemble de la Bretagne en s'appuyant sur les villes et les centralités. Je rappelle que nous avons lancé, quand je suis devenu président, une action pour accompagner les bourgs et les centres-villes, pour renouveler les villes sur elles-mêmes, pour les renforcer, pour leur permettre de recréer du logement, mais aussi de l'activité économique dans les villes. Et c'est une centaine de villes qui ont été accompagnées au cours des 4 dernières années pour reconquérir leur centre, intensifier la ville et faire en sorte qu'on ne mange pas la terre agricole. Et je suis content de cette action parce que je pense qu'elle est au cœur de la stratégie de demain pour que la Bretagne soit équilibrée et que lorsque l'on vit dans une commune de 500 habitants, 1000 habitants, 1200 habitants, si on est à proximité, à moins de 20 minutes d'une ville de 3000, 5000, 7000, on arrive à avoir des cohésions de territoire et des solidarités qui s'organisent. Un deuxième point sur lequel j'ai une certaine fierté, c'est d'avoir accéléré les investissements dans les lycées, puisque lorsque je suis arrivé président, nous étions à 20 millions par an d'investissements dans les lycées et j'ai passé les investissements à 100 millions par an. 100 millions par an pour que la qualité de vie des élèves soit meilleure, que la qualité de vie des personnels, qui soient de la région ou de l'éducation nationale, soit meilleure, et puis que la performance écologique de nos lycées soit meilleure aussi, puisque nous avons hérité de passoires thermiques qui nécessitent encore une fois des investissements massifs. Et enfin, je me permets de dire que nous sommes la région de France qui a mis le plus d'argent dans le bio, le plus d'argent dans la transition écologique, avec 5000 agriculteurs qui ont été engagés en MAEC, ce qui est considérable. Seule région de France à avoir maintenu les aides bio quand l'État s'est retiré il y a 2 ans des aides bio. Il y a encore énormément de choses à faire. Je ne dis bien entendu pas que tout est merveilleux, mais ces actions-là ont été conduites avec fierté. Et j'ajouterai une dernière, c'est d'avoir augmenté la différenciation territoriale. Quand on met 1 euro à Rennes, quand on met 1 euro à Château-Giron, on met 4 euros et bientôt 5 euros, puisque je l'ai voté il y a quelques mois, d'argent public dans des territoires comme le Centre-Bretagne, comme Carhaix, comme Pontivy. Ça, c'est de la différenciation, c'est de la capacité à accompagner les territoires en faisant en sorte justement que l'on accompagne plus ceux qui en ont le plus besoin, et ça se vérifie tous les jours dans les chiffres. Merci. Et on va passer maintenant à la République en marche, alors qu'il y a un statut un peu particulier du coup, parce qu'on va vous demander à Tristan Bréhier, pour vous, c'est quoi votre principale réussite sur ce mandat, et puis aussi en quoi vous êtes différent, enfin, par rapport au PS, quoi. Alors déjà, petite subtilité, c'est que la liste portée par Thierry Burlot, nous la Bretagne, c'est pas une liste de la République en marche. C'est une liste de rassemblement, de sensibilité politique centre-droit, centre-gauche et de la société civile. Ça, c'est un point important. Moi, je ne suis pas conseiller. Il est soutenu par la République en marche ? Il est soutenu par la République en marche, entre autres. Donc, ça fait partie des sensibilités qui sont représentées, mais je me devais de le dire pour être le plus clair et que ça soit bien dans la tête de tout le monde. Moi, je ne suis pas conseiller régional sortant. Je vois que Pierre-Yves Cadalin passe plus de temps à parler de la République en marche qu'à son propre programme, donc très bien de nous faire de la pub. Vous pouvez continuer comme ça. En tout cas, moi, il y a une chose que je retiens, que je trouvais superbe dans l'idée, dans le principe, qui était la Braillescope. La Braillescope qui était vraiment une grande consultation visant à définir le schéma d'aménagement de la Bretagne. Et en fait, ce que je me rends compte, moi, de mon regard un petit peu de non-conseiller régional sortant, c'est que cette montagne est accouchée un petit peu d'une souris
Et moi, je trouve dommage, parce que quand les débats sur la Brescop avaient lieu, j'étais encore engagé dans les assos de jeunesse, que ces assos de jeunesse n'aient pas été vraiment consultés de manière massive. Et c'est d'ailleurs, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment la méthode Burlot qui est celle de vraiment discuter avec l'ensemble des parties prenantes. Et je crois que, et peut-être qu'on en discutera tout à l'heure sur le dialogue concerté, je crois que ça, c'est vraiment des méthodes de construction des politiques publiques que nous devons faire monter en charge. Et il me semble que si dans le principe, cette Brescop était une bonne idée, je crois que les résultats ne sont pas à la hauteur. Et c'est là où il y a un élément différenciant vis-à-vis de nous, la Bretagne, et du projet que nous souhaitons porter pour ce très beau territoire qu'est la Bretagne dans les prochaines années. Merci. Yoann, tu veux prendre la suite pour la suite des questions? Alors, on a un peu pris par le temps. Du coup, pour terminer, du coup, on va faire un peu une transition avec la jeunesse. On aimerait vous poser on aimerait savoir comment faire pour rétablir le dialogue avec les jeunes et comment faire pour que les jeunes puissent participer à la vie politique alors qu'ils sont déjà très engagés. Il y a dans les études récentes qui datent de 2020, il est montré que 38% des 18-30 ans sont engagés dans une association en 2020. Et pour autant, on remarque que dans le corps politique, il n'y a pas énormément de jeunes. Donc, la question qu'on voulait vous poser est la suivante, je la rappelle. Comment faire pour rétablir le dialogue avec les jeunes et comment faire pour que les jeunes puissent participer à la vie politique alors qu'ils sont déjà très engagés? Et je vais commencer par Monsieur Le Guernevet. Alors, nous, dans le cadre de notre campagne avec Isabelle Callennec, nous sommes suivis par plusieurs jeunes qui ont lancé une application qui s'appelle Décide ta région et qui permet, c'est une plateforme collaborative qui permet, elle est destinée avant tout aux jeunes, qui permet donc aux jeunes bretons de proposer des idées. Et beaucoup des idées qu'ils ont proposées ont été retenues dans le cadre du programme qui est le nôtre. Comment associer les jeunes? Mais c'est une question à 1000 euros. Hein. C'est une question que tout le monde se pose tout le temps. Comment faire pour associer les jeunes? Alors, plein de choses ont été expérimentées dans le cadre des dialogues structurés que la région et l'État ont pu mettre en place. Et le CRIJ Bretagne, que je préside, a été un acteur incontournable dans ces démarches-là. C'est pas simple d'aller chercher, enfin, on peut pas décider comme ça de prendre les jeunes par les mains et puis de les amener à construire quelque chose s'ils ne sont pas incités à le faire, s'ils n'en ont pas envie. Voilà. Il faut rendre l'action publique plus visible et plus compréhensible par les jeunes. Et il faut maintenir des instances de discussion et de formation des jeunes, comme le sont les conseils municipaux des enfants, conseils municipaux des jeunes ou conseils régionaux des jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir et nous le maintiendrons pour notre liste. Et puis, je pense que il est important aussi de remettre des sujets au débat à partir de là où sont les jeunes, sans chercher à les attirer vers quelque chose de public, mais là où ils sont. Et donc, il y a des centres de vie des jeunes, que sont, par exemple, les structures information jeunesse qui sont réparties dans 70 points sur le territoire, ce sont les antennes d'émissions locales, ce sont évidemment les lycées, les CFA, voilà. C'est beaucoup de jeunes comme ça, de lieux où sont les jeunes, et en lien avec les collectivités, les associations de l'éducation nationale. Il faut remettre du débat à l'école, il faut remettre du débat là où sont les jeunes. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi leur redonner le goût à la politique ou à la chose publique ou à la chose commune. Et puis, ouais, il est important de définir avec eux dans le cadre de ces différentes instances dont on parle et des lieux de vie des jeunes, des sujets qui les importent. Tu sais, le CRIJ Bretagne met en place régulièrement des observatoires, l'observatoire sur les stratégies d'information des jeunes, et
Et ça nous permet d'avoir un petit peu aussi le baromètre des attentes des jeunes. Et on voit par exemple que des sujets comme l'alimentation, comme l'environnement, comme l'emploi, sont des thématiques qui les préoccupent et qui les intéressent. Et donc, ce sont à partir de ces thématiques-là qu'il faut aller là où sont les jeunes, sans chercher à les attirer forcément, mais aller là où ils sont pour poser des instances de débat, mais des instances de débat qui sont un peu encadrées pour leur permettre de s'exprimer le mieux possible. Et puis après, c'est à nous, décideurs publics, de savoir retranscrire ces attentes des jeunes dans nos politiques publiques et les orientations qu'on est amené à prendre. Très bien, merci. Du coup, on continue sur cette idée de comment rétablir le dialogue avec les jeunes. Et Monsieur Chenet-Girard, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un sujet effectivement vaste. Je pense que le premier point, c'est de continuer à avancer sur les sujets d'explication de fonctionnement de nos institutions. Ça me semble indispensable parce que pourquoi nous avons un problème de participation au vote, c'est notamment parce que effectivement, il y a une partie de la classe politique qui ne donne certainement pas une image à la hauteur de ce qu'attend notre jeunesse, mais c'est aussi parce que ce n'est pas si simple d'aller voter. Et je pense que ce sujet, il doit nous intéresser tous et toutes. Quand on n'a pas eu des parents qui nous ont montré comment ça se passe, je pense qu'il y a une barrière au vote par la manière d'aller voter, l'explication de comment se déroule le processus d'entrée dans un bureau de vote, de passer les différentes étapes jusqu'au bulletin dans l'urne. Il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur et sur lequel il faut travailler, c'est l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, c'est bien entendu le rôle de l'école, le rôle de l'éducation nationale, mais on peut travailler là-dessus. On peut travailler là-dessus avec nos lycéens, nos étudiants, avec les structures organisées. Le CRIJ a été cité il y a quelques instants, on travaille beaucoup avec le CRIJ. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et ça, c'est le premier point indispensable pour permettre de faire de chaque jeune un citoyen qui est indépendant dans sa pensée, capable de participer au débat et capable, bien entendu, de s'exprimer le moment venu, y compris par le vote. La deuxième chose, c'est d'aller au-delà du CRJ, au-delà du Conseil régional des jeunes. On ne peut pas dire que le Conseil régional des jeunes, c'est l'alpha et l'oméga de la discussion avec la jeunesse. C'est une expérience qui est importante, qui est indispensable. Et d'ailleurs, des jeunes gens qui sont à un moment donné passés au Conseil régional des jeunes peuvent être dans des listes de soutien ou dans des listes de certains de ceux qui se présentent aujourd'hui au suffrage. Nous avons aussi à organiser, au-delà de ça, des rencontres peut-être plus institutionnalisées avec les représentants des lycées, les représentants jeunes des lycées, les représentants des étudiants, les représentants des apprentis. On l'a vécu pendant la crise Covid. Nous avons rencontré soit au niveau des universités, des associations étudiantes, soit au niveau des lycées, des représentants qui sont élus au sein de leur lycée pour représenter les élèves. Et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut institutionnaliser et organiser de manière plus régulière. Nous avons aussi organisé des rencontres annuelles avec ce qu'on appelle les tiers-lieux, les lieux dans lesquels il se passe des choses, les lieux dans lesquels il y a des actions qui s'organisent. Et enfin, je pense que nous avons à travailler avec le Césaire pour faire en sorte qu'il évolue et que ce Césaire intègre plus de représentants de la jeunesse. Ça fait partie des débats qu'on a pu déjà avoir dans le passé sur la représentation de cette chambre qui représente la société civile et qui, il faut le dire, a un problème sur l'égalité femmes-hommes, un vrai problème sur l'égalité femmes-hommes et un problème sur la représentation de la typologie d'âge, de la diversité des âges et notamment des moins de 40 ans, voire des moins de 30 ans, ce qui est un vrai sujet. Voilà rapidement les conditions pour ensuite permettre aux jeunes de s'engager dans des mandats sans être en difficulté par rapport à leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ça fait partie des combats que je mène, étant moi-même issu d'un premier mandat de conseiller municipal où la première fois, j'ai bien conscience que j'étais là plus pour représenter la jeunesse que pour mes qualités intrinsèques dans mon équipe de conseil municipal de l'époque. Merci beaucoup. Je vais juste intervenir deux secondes parce que vous parliez d'éducation média à l'information et ça fait partie des actions que j'ai donc nous menons. C'est-à-dire que nous pensons que la liberté d'expression des jeunes passe par l'éducation média à l'information. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, je voulais dire que ça passe aussi par des associations dont j'ai donc. Du coup, je vais donner maintenant la parole à Monsieur Brier sur la même question. Donc, comment faire en sorte que les jeunes s'investissent et viennent en politique.
Mais je pense que déjà, il y a une première idée qui est assez simple, c'est qu'il faut permettre aux jeunes d'être aux manettes. C'est très bien de parler de la jeunesse comme quelque chose qu'il faut essayer de capter, mais si on veut capter les jeunes, il faut, dans un premier temps, leur permettre de pouvoir avoir des responsabilités et de prendre des décisions, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse représente une partie significative de la société, et si c'est juste pour mettre des jeunes en fin de liste électorale ou pour faire l'apparat ou pour faire baisser la moyenne d'âge d'une liste, ça ne sert à rien. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, Thierry Burlot, moi, je le remercie beaucoup pour sa confiance, parce que mettre voilà, un jeune en tête de liste pour nous, la Bretagne, c'est un signe fort. Et donc, voilà. Donc, premièrement, donner la possibilité aux jeunes de s'engager. Il faut aussi, bien évidemment, développer plus globalement vraiment un lien de permanence avec l'ensemble des associations représentatives de la jeunesse. Je l'évoquais lors de ma dernière intervention là, sur la Braille-Scope. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus d'échanges avec les orgas de jeunesse. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il y a énormément d'associations de jeunes dans la région et il faut vraiment s'appuyer sur leur expertise et le fait que ce soit des relais très puissants auprès des différents réseaux. Il faut également que les élus et les politiques publiques soient tournés vers la jeunesse, les élus régionaux et les politiques publiques régionales. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu là dans la préparation de ce temps d'échange, votre proposition de clause impact jeunesse, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et que ça permettrait dans chacun des champs des politiques publiques régionales de creuser les choses justement avec les représentants de la jeunesse pour construire vraiment des politiques publiques qui soient tournées vers les jeunes. Et je rebondis un peu sur la question de médiation. Et je pense que aujourd'hui, les canaux de communication politique sont peut-être un petit peu vieillots, si je peux dire comme ça. Il faut peut-être qu'on arrive à s'adapter pour toucher plus directement les jeunes. Et c'est vrai que si ça s'adosse avec une logique où on apprend aussi aux différents jeunes la manière dont fonctionne un conseil régional et puis les différents impacts qu'il pourrait y avoir sur leur vie quotidienne, je pense qu'on aura fait un grand pas. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire, mais je pense que voilà, il faut qu'on ait un conseil régional à l'image de la région Bretagne et donc à l'image de cette région jeune qui ne demande qu'à être écoutée. Merci. Monsieur Cadalin, du coup, comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes, lors de prochaines élections, viennent au vote et s'engagent? C'est une question fondamentale, d'ailleurs, qui dépasse sans doute le seul cadre des jeunes. Mais bon, déjà, je trouve positif pour notre région qu'il y ait autant de jeunes à être impliqués dans cette élection. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse à la tête de notre liste. Je peux encore me considérer jeune. À 28 ans, c'est un peu l'ornière où on arrive vers la trentaine, mais quand même. Claire Desmarques-Poirier également. Loïc Sénézien, on a dit jeune président. Bref, il y a des jeunes impliqués dans cette élection, ce qui déjà peut être un facteur. Ensuite, je pense qu'il y a une dimension, effectivement, d'instruction. Cela a été dit, mais le commentaire que je lis dans le chat est tout à fait juste. On ne peut pas seulement considérer que c'est en disant, bien voilà, les institutions fonctionnent comme ci, comme ça, vous pouvez vous y impliquer de telle et telle manière, qu'on va impliquer les jeunes. J'ai d'ailleurs trouvé assez regrettable l'expression de prendre les jeunes par la main qu'utilisait le représentant de la liste d'Isabelle Le Callennec, puisqu'il ne s'agit pas de les traiter ainsi comme des enfants, mais davantage comme des citoyens, puisque à 18 ans, on est citoyen, et à la France Insoumise, on considère qu'à 16 ans, il faudrait pouvoir disposer du droit de vote. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet que nous proposons, nous convoquerons une grande convention citoyenne sur les marées vertes. Et dans le cadre de cette convention, bien entendu, les jeunes à partir de 16 ans pourront participer, pourront finalement interroger les enjeux et proposer des solutions sur un problème qui désormais dure depuis plusieurs décennies. Donc, ce sont par des canaux d'implication concrètes sur des sujets qui changent
réellement la vie des jeunes que cela peut passer, d'une part, et d'autre part, eh bien, en considérant l'ensemble des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, et je pense que vous en êtes tout à fait conscients, ce ne sont pas uniquement les jeunes impliqués dans le réseau associatif ou étudiant, je veux dire dans le réseau associatif des universités. Il y a plein de jeunes travailleurs, il y a des jeunes qui suivent aussi des formations techniques et professionnelles, et ces jeunes-là doivent être également représentés. Je parlais des entreprises agroalimentaires où il y a bien des jeunes qui travaillent en intérim. Il ne faut pas oublier que la jeunesse en Bretagne, mais en France de façon générale, est celle qui connaît, et la génération, enfin, et la classe d'âge, si vous voulez, qui connaît le plus la précarité. Donc, c'est par des politiques claires qui proposent un horizon de rupture avec cette précarité, un horizon positif. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la création d'emplois via le tournant écologique, par exemple, ou alors par l'investissement dans les lycées professionnels, que nous pourrons donner des perspectives aux jeunes. C'est-à-dire qu'il faut de la clarté pour que l'engagement soit possible et concret. Il faut de la clarté en politique, sinon les gens sont dégoûtés. Voilà. Merci. Et enfin, du coup, sur la même problématique sur les jeunes, Madame Desmarques-Poirier. Merci. Je pense que si on veut ramener 2/3 des 18-25 ans aux urnes, puisque c'est le taux d'abstention, il y a seulement 1/3 des 18-25 ans qui votent aujourd'hui, c'est dramatique en fait, en vérité. La première chose en fait, c'est de leur proposer un projet qui est à la hauteur de leurs espoirs. Aujourd'hui, et dans la politique française, depuis 10 ans, on nous propose de voter contre le Front National. Mais c'est quoi le projet? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a une responsabilité en tant que personne politique, dans les listes qu'on construit, dans les programmes qu'on propose, de porter un message d'espoir, un projet qui donne envie de se mobiliser, d'aller aux urnes, qui donne envie et de donner confiance. Parce que l'autre enjeu du rapport à la politique aujourd'hui, qui fait que les jeunes et qui fait globalement qu'une grande partie de la société se désintéresse de l'espace politique, c'est le manque de transparence, c'est le manque de confiance dans la démocratie représentative. C'est le sentiment que si on va voter, en fait, ça ne sert à rien. Et l'enjeu pour nous, c'est de dire, oui, c'est sûr que parfois vous êtes déçus, mais faites-nous confiance, on va avancer. Et pour ça, ce n'est pas de déléguer la responsabilité, je pense que c'est un enjeu très fort. C'est un enjeu dans le rapport à la jeunesse dont on parlait. Moi, je ne suis pas une grande adepte de la pédagogie, parce que je pense que la pédagogie, ça ne suffit pas, que c'est une vision du haut vers le bas qui ne me convient pas bien. Ce que je vois, en tout cas dans les jeunes qui rejoignent ma campagne, je vois des gens qui sont mineurs, qui n'ont pas encore le droit de vote et qui ont envie de s'engager pour l'écologie. Je vois le nombre d'outils qui sont capables de manipuler, quel que soit leur parcours scolaire par ailleurs. Enfin voilà, c'est pas forcément des bons élèves, mais c'est des gens très débrouillards. J'ai pas de doute dans leur capacité à faire en fait et à comprendre. Par contre, je vois qu'ils sont des abusés, je vois qu'ils ont peur pour leur avenir, je vois qu'ils ont plus confiance dans les personnes plus âgées et qui se demandent un peu ce qu'on fait. Ils ont l'impression d'avoir conscience d'une urgence, et notamment de l'urgence écologique, et que derrière, ils ont beau crier, manifester, faire la grève, essayer de se faire entendre, l'action politique ne vient pas. Donc pour moi, la première des choses, c'est évidemment de porter un projet d'espoir et un projet qui donne envie, un projet qui est à la hauteur des enjeux et de leur avenir. La question de l'impact jeunesse, en fait, c'est une question essentielle, mais elle devrait s'appliquer à toutes les politiques, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on prend une décision, on doit se demander quel impact elle aura pour notre génération et pour les générations futures. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc, et moi, je ne fais pas ça pour mes enfants. 2030, 2050, les scénarios sur le changement climatique, je ne serais pas encore à la retraite. Donc, de toute façon, on est concerné directement. On fait ça pour nous aussi. Mais à un moment, il y a quand même cette idée de se dire, on ne peut pas dire aux jeunes, on va prendre des décisions de court terme, parce que là, il faudrait qu'on se débrouille avec, puis le long terme, vous débrouillerez avec. Il y a un enjeu qui est très fort là-dessus. Après, la question des outils qui sont à notre disposition, que ce soit le Conseil régional des jeunes, alors le Conseil régional des jeunes, il faut lui donner des moyens. Il faut arrêter de consulter les jeunes pour des sujets qui sont que des sujets de jeunes. En fait, la vérité, c'est qu'il faut donner des moyens à ces espaces
pour prendre des décisions, qu'ils aient des vrais budgets et qui voient la capacité d'impact de leurs décisions sur le commun et pas que sur les sujets qui les concernent eux-mêmes. Donc ça, je pense que c'est un outil indispensable aujourd'hui. C'est des outils de démocratie participative, simplement. Et puis, il y a la question de l'entrée des jeunes dans les institutions, à la fois par des outils comme le Césaire, par tous les outils de consultation, les conventions citoyennes qu'on souhaite organiser, et aussi, évidemment, dans l'institution. Donc ça veut dire mettre des jeunes en position éligible, ce que nous, on fait. Ça veut dire aussi leur donner des délégations et des responsabilités dans l'institution et pas dire sans cesse « oui, est-ce que vous avez assez d'expérience pour avoir une vice-présidence ?» Non, en fait, la vérité, c'est que quand on voit les décisions qui sont prises par les personnes expérimentées, moi, je préfère avoir des jeunes qui vont apprendre le boulot, mais qui seront sincères et sincèrement engagés dans leur mission. De toute façon, on les accompagnera. C'est le principe d'un collectif. On n'est pas seul dans une responsabilité politique. On est un collectif et c'est ça qui fait notre force. Donc, je pense que cette capacité à faire émerger des talents, cette capacité à faire vraiment confiance et à donner le pouvoir aux nouvelles générations, en tout cas, j'estime que c'est mon rôle plein et entier en tant que responsable politique. C'est pas seulement de dire aux jeunes « je vais faire pour vous », c'est de dire « allez, montez, on y va et on fait ensemble ». Voilà. Et je dois dire que je suis très heureuse de tous les jeunes qui nous rejoignent sur la campagne. Je sais qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui. Je suis très heureuse de tout ce qu'ils apportent à la dynamique de campagne, de cette énergie incroyable. Et c'est aussi une expérience phénoménale de lire dans leurs yeux un peu d'espoir aujourd'hui dans cette dynamique qu'on est en train de construire. Ça anime énormément le travail que je fais au quotidien. Merci. Et Noémie, je te laisse continuer. Oui, alors, on va aller plus sur les deux propositions en fait, ce que met en avant le Forum français de la jeunesse. Le Forum français de la jeunesse, il a envie de confronter un petit peu les candidats dans les différentes régions sur à la fois le dialogue structuré qui s'est produit en Bretagne et sur la clause d'impact jeunesse régionale. On va y revenir dans un second temps. Mais d'abord, le dialogue structuré territorial avec et pour les jeunes. Donc, je l'ai dit, ça n'a pas eu lieu pour l'instant dans toutes les régions et c'est pour ça aussi que ce débat qui va être fait dans toutes les régions se fait d'abord en Bretagne, parce qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir parler de ça avec des gens qui l'avaient vécu. Et donc d'abord, on souhaite vous donner la parole, Loïc Chenet-Girard, pour que vous puissiez faire un petit bilan de votre action assez rapide. Voilà, puis ensuite, on pourra avoir des réactions, en fait. Écoutez, nous avons, à partir de 2015, monté un plan de mobilisation pour la jeunesse qui a été piloté par Pierre Pouliquin sur le conseil régional tout au long de ce mandat, à partir de 2015, comme je le disais, et qui a vécu son point d'orgue avec la Brescop. Je voudrais dire à M. Breillet qu'il faut qu'il révise sur la Brescop parce que l'organisateur de la Brescop, c'était justement Thierry Burlot. Et que Thierry Burlot s'était attaché justement à faire une soirée dédiée à la jeunesse à Saint-Brieuc où il m'avait demandé d'être présent. Et j'étais présent à cette soirée organisée pour parler de l'avenir avec le jeu. Au-delà de ce point, nous avons à faire en sorte de descendre au niveau des territoires. Et tel que vous l'indiquez effectivement dans l'état des lieux, nous sommes sur une organisation qui est régionale. Et pour le moment, nous n'avons pas organisé les choses pour descendre au plus près des territoires. Et dans le projet que je propose aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller au plus près des territoires, soit dans les institutions telles que les lycées ou les universités, comme je le disais tout à l'heure, soit en travaillant à la maille des bassins de vie, de manière à pouvoir échanger avec notre jeunesse sous une forme organisée qui permettrait d'une part d'organiser un dialogue sur le territoire, qui ne soit pas un dialogue une fois dans un mandat pour se dire c'est bon, ça y est, on a vu les jeunes, c'est fini, on a coché la case, rendez-vous aux élections suivantes, mais un dialogue structuré, organisé tout au long de la période sur une maille de territoire qui permette aux gens de se connaître et d'agir. Et puis, il faut mettre en place des moyens dédiés, des budgets participatifs, pourquoi pas dans nos lycées. Je pense que ça peut faire partie de sujets sur lesquels on peut travailler. Dans nos CFA aussi, les centres de formation par apprentissage, même s'ils ne dépendent plus de la région, nous avons toute une partie de notre jeunesse qui passe un certain temps pour acquérir des compétences et qui souhaitent, comme nos lycéens, participer au débat démocratique. Et d'ailleurs, nous avions élargi le CRJ aux apprentis, parce que précédemment, le CRJ n'était ouvert qu'à la partie lycéen de notre jeunesse. Et puis, certainement définir une manière d'interpeller le conseil régional plus facile.
Je pense que nos élus de tous les bancs, doivent être dans leur mandat en capacité d'aller régulièrement devant la jeunesse. Et pas seulement devant le conseil d'administration d'un lycée. Et pas seulement quand on est avec une délégation à la jeunesse. Chacun a un mandat, chacun est conseiller régional et il doit aller vers la jeunesse, aller vers les différents lieux dans lesquels la jeunesse est présente, de manière à ce que la région puisse être identifiée avec ses conseillers régionaux. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons travailler, sur lesquels nous avons commencé quelques actions. J'ai moi-même participé à un certain nombre de réunions avec des lycéens dans plusieurs établissements au cours du dernier mandat. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut généraliser, encore une fois, en plus de d'autres actions qui seront à décliner dans le reste de cette réunion dans quelques instants, j'imagine. Merci. Et ensuite, du coup, toujours sur cette thématique du dialogue structuré avec les jeunes, on aimerait interroger les autres candidats. On ne va pas interroger tout le monde. Alors, si vous voulez prendre la parole, on vous invite à vous manifester, soit par lever la main, soit marquer votre nom dans le chat. L'idée, c'est de pouvoir dire comment vous auriez fait pour que ce dialogue structuré porte plus de fruits, peut-être, ou soit autrement, etc. L'idée, c'est de pouvoir dire comment vous voudriez le mettre en place. D'accord, donc on a 3 propositions. Si je ne me trompe pas, 4 peut-être. Tristan Brier, c'est ça aussi? Donc tout le monde en fait. Oui. Ouais, tout le monde. Bon, bah. Alors, oui, je pense pas. Moi, pour rebondir un petit peu là-dessus, je crois que chez nous, la Bretagne, c'est un petit peu l'ADN. C'est l'ADN de Thierry Burlot, ce dialogue structuré. C'est exactement comme ça qu'on a construit à la fois notre projet et puis la méthode qu'on met en œuvre. Vous avez dû voir dans la presse ou peut-être dans les différents territoires notre grand bus jaune avec lequel nous sillonnons l'ensemble des territoires pour aller discuter, aller entendre les problématiques, écouter les personnes. Et donc, cette méthode-là que nous avons durant cette campagne, nous souhaitons vraiment la mettre en œuvre durant le mandat qui suivra. Et puis, avec cette volonté de réfléchir ce dialogue structuré à l'échelle des pays. À l'échelle des pays, les 21 pays qui composent la Bretagne, pour être aussi dans une cohérence territoriale. Et je pense que cette méthodologie que nous souhaitons mettre en œuvre permettra justement d'avoir un maximum d'échanges et de pouvoir co-construire les politiques publiques de demain, parce que je crois qu'aujourd'hui, on parlait un petit peu d'engagement et de questionnement un petit peu sur la capacité des jeunes à se mobiliser pour leur territoire. Je crois que c'est fondamental de pouvoir vraiment être sur cette logique-là. Donc, cet ADN que nous avons, nous continuerons à l'avoir durant la mandature qui arrive. Donc, on a le déclin dans plusieurs pays du dialogue structuré. C'est ça, les 21 pays bretons. Merci. Claire Desmarres-Poirier. Oui, nous aussi, on a fait une méthodologie de programme qui s'inspirait des méthodologies de démocratie participative et de la co-construction. Donc, c'est une méthode qu'on aimerait bien mettre en place, même si pour ma part, j'aimerais qu'il y ait plus d'humains que ce qui a été pendant le Covid, parce qu'on avait quand même une grande partie dématérialisée et je pense que ce n'est pas forcément souhaitable de rester sur des schémas comme cela. Je pense qu'aujourd'hui, pour les associations de jeunesse, on a un enjeu très fort et j'ai rencontré beaucoup de syndicats étudiants, beaucoup d'associations lycéennes, etc., qui est la question du maintien, enfin en tout cas à court terme, on a un enjeu condition Covid, c'est qu'une grande partie des associations de jeunesse sont en difficulté liée à la nécessité de transmettre entre les cycles, de pouvoir se réunir, de pouvoir se voir, et on a un désengagement qui est lié en fait simplement de manière pratique aux conditions du Covid. On a beaucoup d'associations, notamment dans les universités, dans les lycées, qui s'inquiètent de leur avenir. Donc je pense qu'on a une aide d'urgence à mettre en place pour accompagner la revitalisation des associations étudiantes et lycéennes dans le cadre d'un retour en présentiel dans les universités, dans les lycées, dans les centres de formation, etc. Donc ça, c'est un enjeu. Pour moi, il y a une politique d'urgence à mettre en place pour pouvoir mettre en place le dialogue structuré, c'est-à-dire que c'est un préalable de redonner de la santé, de redonner de la confiance aux associations qui en ont le besoin pour pouvoir être en position d'écoute ensuite, parce que si elles ne peuvent pas travailler dans des bonnes conditions, forcément,
elles ne pourront pas contribuer de la bonne manière. Donc je pense il faut pas, enfin voilà, en tout cas nous on portera une attention particulière à la question du post-Covid pour toutes ces organisations, pour les accompagnements qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins qui seront exprimés, parce que voilà, chaque asso a ses contraintes et a ses défis, mais on sait aussi que par exemple il y a beaucoup d'associations de jeunesse qui se financent par de l'événementiel, par des petits festivals, par des choses comme ça, qui n'ont pas pu le faire et qui aujourd'hui sont aussi en difficulté. Donc voilà, et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire avec et pas faire pour, et donc associer tout au long des décisions, pas seulement dans des organes consultatifs. Hein, je pense que les deux sont importants, c'est-à-dire qu'il y ait des espaces de discussion entre les associations de jeunesse où on vient poser des questions transversales à des associations de jeunesse, mais il y a aussi le fait d'intégrer les jeunes dans tous les niveaux de débat qui sont ceux des organisations. Quand on a des débats sur l'emploi, il faut associer des organisations de jeunesse, parce que certes, c'est pas encore nécessairement des jeunes qui sont actifs, mais c'est des jeunes qui vont l'être dans les années à venir. La formation qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui, ou qui voudraient suivre dans les années qui viennent, elle doit correspondre aux métiers de demain qui sont ceux qu'on est en train de préparer. Donc il faut associer les générations futures aujourd'hui au projet qui va être mis en œuvre dans les 5 et 10 années après le moment où la décision va être prise au moment du mandat, quoi. Donc ça me paraît quelque chose d'essentiel. D'accord, merci. Est-ce que Pierre-Yves Cadalin, vous avez des idées pour pouvoir mettre en place ce dialogue structuré d'une autre manière? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour cette proposition. C'est bien aussi d'interagir au moment des élections avec les différentes listes, parce que je pense que ça donne l'occasion de nous exprimer là-dessus. Et je veux, avant toute chose, puisqu'il a été question des associations étudiantes, saluer celles qui, durant l'épidémie, ont assuré la solidarité avec les étudiants, que ce soit, je pense, à Brest ou Rennes notamment, hein, des épiceries solidaires, des fils de distribution alimentaire, parce que les étudiants ont été particulièrement frappés par la précarité. Ensuite, pour ce qui est de l'implication des jeunes dans un dialogue avec les pouvoirs publics, moi je pense qu'il faut aussi créer des nouveaux mécanismes de participation qui ne soient pas exclusivement réservés aux jeunes, mais qui leur permettent de faire entendre leur voix. Et moi, je pense à la proposition de créer un référendum d'initiative citoyenne au niveau régional qui s'appuierait sur une disposition qui existe déjà dans la loi, le référendum consultatif, mais qui s'articulerait avec le droit de pétition et qui permettrait à 2% du corps électoral dans la région, donc, si vous voulez, ça peut être les jeunes, si les organisations de jeunesse sont à l'initiative, de proposer une initiative au niveau du conseil régional qui, dès lors, s'en saisirait et organiserait un référendum. Et si le référendum était positif, adopterait cette proposition. Là, on crée un pouvoir direct, si vous voulez. Ce n'est pas uniquement de la co-construction, de la concertation, c'est l'idée que les organisations de jeunesse elles-mêmes peuvent être à l'initiative. Et ensuite, plus largement, le dialogue, il doit se penser avec tous les jeunes. Et donc, toutes les organisations de jeunesse, en s'assurant que dans les instances de dialogue avec les élus, et soit représenter également les jeunes en formation professionnelle, les jeunes travailleurs, les jeunes précaires, de telle sorte à ce que l'ensemble des situations auxquelles les jeunes sont confrontés soient prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Donc, je pense que c'est à la fois de la création de nouveaux pouvoirs qu'on peut inclure davantage les jeunes dans la politique régionale, mais également en englobant l'ensemble de la jeunesse dans ces processus. Donc, je pense qu'il faut vraiment veiller à la représentation diverse socialement de la jeunesse. Voilà. Mon micro n'était plus activé, désolé. Merci. Fabien Le Guernavet, est-ce que vous voulez réagir par rapport au dialogue structuré avec les jeunes? Le dialogue structuré, c'est bien, mais il faut que ça se traduise en actes par la suite. Il faut qu'on ait des actions concrètes qui suivent tous les concertations qui ont pu avoir lieu ici et là, et comment est-ce que les jeunes ont été trouvés pour participer à ça. Enfin, c'est une vraie question aussi. Moi, je pense que si on veut faire vivre la démocratie aujourd'hui et demain avec la jeunesse, il faut réintroduire du débat dans cette jeune société. Il faut, autour notamment de l'accès aux droits
autour de l'accès à l'information, travailler avec eux, mais dans une démarche d'aller vers et aller vers là où sont déjà les jeunes. Et je le disais tout à l'heure, c'est dans les établissements scolaires, dans les établissements de formation, dans les antennes d'émissions locales, dans les structures d'information jeunesse. C'est là que sont les jeunes et c'est là qu'il faut que nous, on identifie les bons acteurs, que sont les acteurs de la jeunesse, hein, essentiellement, et de l'éducation nationale et de l'éducation populaire, pour justement organiser de façon structurée du débat avec les jeunes. Et je pense que c'est comme ça qu'on leur donnera le goût de la chose publique. C'est pas d'en faire un grand exposé sur c'est quoi la région, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien. Je pense pas que ce soit forcément le plus intéressant pour les jeunes, mais voilà, qu'on les mette au cœur du débat en remettant ce goût-là dans la sphère publique, en ne disant pas que voilà, ils vont vieillir et puis quand ils seront plus vieux, ils seront plus intéressés à la politique, à l'engagement. Et puis, donc, là où sont les jeunes, ce sont les établissements que je viens de citer. Donc, on sait qu'ils sont là. Toutes les catégories sociales sont représentées dans les établissements scolaires et de formation. Donc là, on a le moyen de tous les toucher. Et avec les organismes que la région ciblera, et bien, on pourra organiser ces débats autour de l'accès aux droits des jeunes, autour de l'accès à l'information, autour des débats de société. Et donc, ce qui va ressortir de ces débats-là doit être traduit en action par la suite par l'exécutif de la région. Et pas uniquement avec les organisations de jeunesse qui sont déjà composées de jeunes qui sont engagés. Et ce qui est important, et bien sûr, il faut écouter les initiatives des jeunes qui sont engagés, mais aussi aller chercher ceux qui ne le sont pas ou qui n'en ont pas l'envie ou auxquels on n'a jamais donné la parole. D'accord, très bien. Du coup, la deuxième proposition que le FFJ porte, c'est une proposition en fait, qui existe déjà, mais au niveau national, qui s'appelle la clause d'impact jeunesse, mais du coup là qui sera au niveau régional. Faut savoir que la clause d'impact jeunesse, du coup, c'est proposé sur toutes les politiques publiques, le fait qu'il y ait une étude qui soit faite sur l'impact que ça va avoir sur la jeunesse, et c'est important parce que la jeunesse, c'est un peu l'avenir de la population. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ça a été mis en place il y a peu, donc 2017, alors que par exemple au Québec, ça existe depuis les années 2000. Mais pour autant, le petit bilan qu'on pourrait faire sur cette clause d'impact jeunesse qui existe nationalement, c'est que finalement, elle n'est pas tant mise en place que ça. Et du coup, on souhaitait savoir si quelques-uns voulaient réagir sur cette proposition, savoir si une clause d'impact jeunesse régionale aurait un impact et en quoi ce serait important. Et du coup, je vais laisser Madame Desmarques-Poirier commencer. Excusez-moi, j'ai un souci de connexion, si ça ne vous embête pas. J'ai peur que ça coupe parce que ma box m'envoie des messages d'alerte. Ça vous embête si je passe mon tour? Non, allez, c'est pas grave, Monsieur Brier. J'ai peur d'être déconnectée. Attendez, je règle ça tout. Oui, comme je pouvais l'évoquer tout à l'heure dans une précédente intervention, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, la question, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une mesure gadget. Parce que ce qu'on voit au niveau national, c'est que c'est souvent fait au coin d'une table, on remplit un tableau un peu parfois à la va-vite, et du coup, bon, l'impact n'est pas forcément regardé de manière très très précise. Donc, une bonne idée, et je pense qu'il faut, en l'occurrence, s'appuyer aussi sur les sachants, sur les politiques de jeunesse, à savoir à la fois ceux qui sont représentants au sein du Césaire et puis sur tout ce qui fait la richesse, notamment associative des organisations de jeunesse, pour voilà, être dans cette logique-là de calculer un petit peu les impacts que peuvent avoir ces questions de jeunesse. Et il faut qu'on s'évite vraiment une usine à gaz qui consisterait… voilà, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit assez simple, et il faut que ça soit parlant, parce que ça ne sert à rien de se faire des dossiers administratifs qui vont alourdir les procédures. Il faut le faire de manière cohérente, mais une très bonne idée à creuser avec vous, bien sûr, pour le construire de la manière la plus intelligente possible, mais bien en tête, en tout cas, merci à vous pour cette belle proposition. Est-ce que du coup, Madame Desmarques-Poirier, votre box vous permet de pouvoir… Je suis désolée, je suis en pleine fracture numérique. J'attends la fibre avec grande impatience.
Du coup, vous pouvez réagir ou Oui, en fait, oui, cette clause, elle est intéressante. Enfin, en tout cas, je pense que nous, on souhaite rentrer dans ces logiques de closer à la fois les marchés publics et les aides, de rentrer dans ces logiques où il faut un cadre environnemental, un cadre social et peut-être un cadre générationnel. Enfin, en fait, moi, j'y suis plutôt favorable, même si je pense que malgré tout, la façon dont les écologistes imaginent les choses, c'est toujours en intégrant ces questions de long terme et de liens intergénérationnels et d'impact sur les différentes strates de la population, qu'elles soient jeunes ou âgés, diplômés ou non diplômés, nés ici ou fraîchement arrivés, et que du coup, là, cette question se pose. Mais s'il faut l'imposer et imposer un cadre pour ça, personnellement, j'y suis plutôt favorable. Enfin, il ne me paraît pas possible aujourd'hui qu'on prenne des décisions politiques qui ont un impact sur les générations suivantes sans les consulter et sans en prendre la mesure. Donc oui, tout à fait, plutôt un grand oui. D'accord. Monsieur Le Garnevet? Ben, nous, ce qu'on veut faire une fois aux affaires dans l'exécutif de la région, c'est d'avoir une méthode d'évaluation de l'ensemble de nos politiques publiques pour être bien sûr qu'on vise juste, que nos politiques publiques, elles servent l'intérêt général et en tout cas, elles servent bien au développement de la Bretagne. Et puis, cette clause d'impact sur la jeunesse est intéressante dans le cadre de ces critères hein, qu'il faut mettre pour l'évaluation de nos politiques publiques. Savoir est-ce que justement ce qu'on va mettre en place à la région est utile pour les jeunes, est-ce qu'on aurait pu faire mieux, est-ce qu'on vise juste, et puis eh ben, ça nécessitera de commander des études, de mettre en place des critères aussi d'attribution dans les marchés publics qui correspondent un peu à nos attendus, que ce soit en matière de jeunesse, hein, pour notamment l'emploi des jeunes, que des clauses d'insertion sociale dans des territoires où l'insertion sociale est un peu en panne. Quand on est, comme la région Bretagne, à la tête de plusieurs marchés publics hein, qui reprennent quand même beaucoup d'argent, voilà, je pense qu'on peut être exigeant avec les entreprises avec lesquelles on travaille, justement pour que l'emploi des jeunes, que l'insertion sociale soit une de nos priorités. Notre priorité, c'est l'emploi, mais c'est aussi l'emploi des jeunes et c'est aussi l'emploi des personnes qui sont le plus aujourd'hui éloignées du monde du travail. Donc oui, oui à la proposition que vous faites. Merci. Et enfin, du coup, Monsieur Cadalin. Oui, tout à fait. Sur le principe, effectivement, de façon générale, nous sommes favorables à la conditionnalité, comme je le disais, encadrée par rapport à nos objectifs politiques socio-écologiques des aides. Eh bien, cela s'inscrit et fait comme écho à cette proposition que vous formulez de clause jeunesse, puisque d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la meilleure clause jeunesse en Bretagne, c'est de passer à autre chose, d'imaginer positivement un horizon qui soit différent de l'actuel modèle agriculture intensif en intrants, en pesticides, mais en revanche très faible en emploi, très faible en valeur ajoutée. Bref, une sorte de modèle économique qui ne fonctionne pas ni pour l'environnement ni pour les êtres humains, et que donc les jeunes bretons aujourd'hui, ou les jeunes qui veulent venir en Bretagne, ils ont besoin qu'on leur facilite l'accès au foncier quand ils veulent bosser dans les terres agricoles, ils ont besoin d'être formés sur des nouvelles filières qui vont être dynamiques, et ils ont globalement besoin de vivre dans une Bretagne qui soit plus belle, parce que quand je fais là, le Ribbon Tour à vélo dans la campagne, je veux dire, il faut voir le nombre d'hangars amiantés qui imitent la campagne. Je veux dire, si on change le système agricole, on va aussi retrouver une vitalité rurale plus importante. Et donc, toutes les politiques publiques doivent être pensées à partir de cela. Donc, la meilleure clause jeunesse, c'est la rupture avec le modèle agro-industriel. Et donc, je termine d'une certaine manière cette réunion par là où on l'a commencé, mais parce que c'est la ligne de clivage et l'enjeu le plus important pour les jeunes et les citoyens en Bretagne de façon générale. Et je me permets, je ne sais pas si nous aurons encore la parole, de vous remercier encore pour votre invitation. On va essayer de faire une dernière question dans le temps qui restera. Du coup, pour terminer sur cette clause impact jeunesse, Monsieur Chéné-Girard, je vous laisse la parole. Juste dire que, bien entendu, comme les collègues l'ont dit avant moi, les candidats l'ont dit avant moi, il y a un enjeu de travailler à ce que toutes nos politiques soient inclusives et qu'elles intègrent l'ensemble de la société et donc, bien entendu, la jeunesse.
Nous pourrions avoir le même débat d'ailleurs sur nos aînés, parce qu'on voit que sur beaucoup de sujets, il y a aussi ce débat qui s'organise avec d'autres parties de la représentation de la société. Et concernant la jeunesse, je crois que votre proposition de demander au Césaire un rapport annuel est une bonne idée. Il faut le demander, il faut que le Césaire, chaque année, si en plus on rajeunit le Césaire, ça aidera, travaille chaque année à remettre un rapport pour faire un impact, évaluer l'impact de chacune des politiques publiques pour indiquer en quoi elles sont impactantes pour la jeunesse, permettant de se corriger chaque année et de faire en sorte que nous soyons dans un progrès permanent par rapport à ce sujet ô combien important pour la Bretagne. Merci à tous. On avait plein de questions hyper concrètes sur le transport, sur l'écologie, sur l'agriculture, sur les territoires. Voilà. Et en fait, on voit bien qu'on n'aura pas le temps d'aller vraiment au fond des choses. Du coup, on a décidé de piocher une question parmi celles-ci à vous poser pour clore un peu ce débat. On voulait parler avec vous de la précarité des jeunes. On a beaucoup entendu dans les médias récemment. À la fois précarité psychologique en ce moment, isolement, et puis précarité financière. On voulait savoir un peu, voilà, chaque liste, quelles mesures vous comptez prendre, s'il y a des mesures que vous comptez prendre pour pallier à cet isolement et à cette précarité. Je peux laisser Loïc Chenet-Girard commencer, si vous voulez. Bien, je crois qu'effectivement, il y a un vrai sujet de précarité, un sujet de précarité mentale, psychique, et un sujet de précarité physique. Et les deux sont à travailler en parallèle. Pour ce qui concerne la santé mentale, nous avons mis en place, dans le cadre de la Covid, des actions dans l'ensemble des plaques universitaires bretonnes et dans nos lycées, avec des étudiants référents et avec des psychologues qui ont été recrutés par la région, ou plutôt recrutés par les Crous, avec une subvention de la région, alors que ce n'est pas la compétence de la région. Je pense que nous devons continuer ce dialogue avec les différentes instances et envisager de pérenniser certaines des actions, au moins dans les premières années post-Covid, avant de voir si ça reste un sujet qui doit être assumé par la région ou pas. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'on a une précarité sur l'alimentation. Il suffit de se rendre dans les Restos du Cœur, il suffit de se rendre dans les différents lieux qui accompagnent notre jeunesse pour voir qu'on a un vrai sujet sur la précarité alimentaire. Et donc, il faut continuer à accompagner sur la plaque universitaire, mais là, pour le coup, le Crous à 1 euro permet d'avancer sur certaines parties de notre population, même s'il y a des problèmes d'élargissement d'horaires. Et on a commencé un dialogue avec le Crous sur l'élargissement des horaires d'accueil du Crous, notamment sur le temps du midi pour que ce soit plus large et le soir. Et sur les lycéens, je propose un tarif unique dans les lycées de la région Bretagne, parce qu'aujourd'hui, c'est chaque lycée qui vote ses tarifs et on a des disparités très importantes. Donc, il faut des tarifs uniques avec, bien entendu, des tarifs sociaux qui prennent en compte les revenus de notre jeunesse et les revenus des parents pour ce qui concerne les lycées. Enfin, il y a un sujet sur le logement étudiant. Nous avons prévu 50 millions d'euros pour le logement étudiant pour continuer à accompagner ce logement étudiant qui, dans certains cas, mérite d'être rénové, dans d'autres cas, mérite d'être augmenté pour accompagner notre jeunesse. Et enfin, mais ça, je l'ai déjà annoncé, donc ce n'est pas nouveau, nous sommes en train de généraliser la distribution de protection hygiénique dans l'ensemble de nos lycées. Nous avons commencé par une dizaine de lycées, nous devons terminer à partir de la rentrée prochaine et le dialogue a commencé avec les universités puisque nous avons là aussi quelques contacts au regard des accompagnements que nous avons mis en place dans la crise Covid. Donc les lycées, c'est décidé. Pour ce qui concerne les universités, c'est un sujet que nous allons aborder dans les prochaines semaines. Merci. J'aurais pu parler du sport, j'aurais pu parler de la culture, j'aurais pu parler de la mobilité. Il y a plein d'autres sujets, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Et merci encore pour l'organisation de ce débat. Merci. Pierre-Yves Caladrin, est-ce que vous avez quelque chose de prévu comme mesure spécifiquement pour les jeunes ? Oui, nous, en termes de solidarité concrète et directe, nous sommes favorables d'ici à la fin du mandat à la gratuité des transports TER donc pour les 18-25 ans, parce qu'il s'agit d'envisager qu'il y a un droit à la mobilité de la même façon qu'il y a un droit à l'éducation, que ces droits donnent lieu à des services gratuits assurés par la collectivité. Nous pensons
que c'est le cas du droit à la mobilité et que dans un premier temps, le donner à la jeunesse lorsqu'on est dans ce parcours de construction de vie, lorsqu'on doit étudier éventuellement là où on ne vit pas. Ça a été le cas d'ailleurs de beaucoup d'étudiants qui se sont trouvés dans des difficultés de logement et donc de transport. Par exemple, moi je prends du côté de chez moi entre Morlaix et Brest, etc., qui devaient sans cesse faire l'aller-retour, puisqu'ils étaient restés chez leurs parents en vue du contexte. Donc, première mesure, assurer pour les jeunes ce droit à la mobilité. Et d'autre part, nous pensons que pour les lycéens, il est important que la région fasse un effort également sur la gratuité des manuels scolaires. Car dans l'ensemble, dans la généralité, pourquoi nous ne sommes pas favorables à la condition du revenu des parents? Nous pensons qu'il faut miser sur l'autonomie des jeunes et leur autonomie, y compris vis-à-vis des revenus des parents, puisqu'il y a bien des cas, en tout cas, il y a des situations où cela peut être compliqué et cela crée une dépendance entre les jeunes et les parents. Ensuite, il faut également un soutien aux associations. Pour l'instant, le soutien de la région s'est exprimé essentiellement en lançant effectivement des fonds publics, mais qui supposaient c'était des appels d'offres. Donc, ça supposait de répondre, de faire un dossier, etc. Nous pensons qu'on peut directement, pour ce qui est de la solidarité avec le public étudiant, envoyer de l'argent directement à des fonds en cogestion entre les étudiants et les associations étudiantes, et donc ne pas forcément fonctionner sur une logique d'appel d'offres. Et enfin, sur les petites lignes de train, c'est important puisqu'il n'y a pas uniquement de la gratuité du service, il y a aussi la qualité du service et nous voulons rouvrir celle de Saint-Brieuc à Auray et celle de Rennes à Caen lors de la prochaine mandature. Je crois que l'ordinateur de Noémie bug. Donc, je vais reprendre la main pour le moment. Donc, sur cette question de précarité étudiante et d'action pour la jeunesse, Monsieur Brier, passe la main. Oui, alors je crois que sur ces questions, et avec la gravité de la situation, parce que moi j'ai une petite pensée pour cet étudiant de Rennes qui, il y a quelques jours, a mis fin à ses jours parce que elle était venue au bout de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Moi, je suis ça m'a assez affecté en fait. Et je crois que sur ces questions-là, c'est même plus une question d'échelle de collectivité, État. Je crois qu'il faut vraiment que tout le monde soit dans le même pack pour aider notre jeunesse qui est dans des situations parfois très compliquées, voire ou même sans retour. Je crois que là-dessus, les dispositifs gouvernementaux ont quand même permis de répondre à un certain nombre de questions. On évoquait tout à l'heure les repas Crous à 1 €, le plan Un jeune, une solution, des aides aussi psychologiques dans les universités. Donc, tout un tas de dispositifs qui, justement, ont permis aux jeunes d'être un petit peu accompagnés et d'être aidés. Il faut bien sûr que la région accélère cela. Je pense qu'un des enjeux, c'est l'emploi et la formation des jeunes, puisque ça donne un horizon, en fait, tout simplement. Je pense que sur ces questions-là d'emploi et de formation, il ne faut pas que les mobilités soient un obstacle. Il faut que chaque jeune qui soit en formation professionnalisante, en stage, en apprentissage ou que sais-je encore, puisse avoir une offre de mobilité. Alors, ça peut être par exemple un prêt de voiture du parc automobile régional. Je sais que ce dispositif existe, mais il faut peut-être le faire monter en charge. Donc, ça fait partie de nos priorités. Également sur l'accès au logement et notamment à la propriété, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la plus faible part de 25-34 ans en Bretagne de l'ensemble des régions de France. Nous, on réfléchit aujourd'hui à un dispositif qui permette d'aider les jeunes à accéder à la propriété pour pouvoir vivre et travailler au pays, comme le slogan bien connu peut l'évoquer, et avoir un accompagnement
personnaliser des jeunes dans leur parcours de vie et leur parcours d'orientation professionnelle via un dispositif qu'on déclinerait au plan régional, un jeune, un mentor, pour vraiment mettre en lien les jeunes avec des professionnels et d'avoir cet accompagnement personnalisé. Je crois que vraiment, il faut que, encore plus aujourd'hui, nous fassions 2 fois plus pour les jeunes parce que c'est fondamental pour les prochaines années. Voilà. Merci. Madame Desmarres-Poirier, qu'est-ce que la région donc, peut-elle faire dans les prochains mois pour aider les jeunes? Donc là, on a plusieurs niveaux de précarité qui ont été évoqués. La première et la principale et voilà, la primordiale, c'est la précarité alimentaire. Aujourd'hui, on a un enjeu phénoménal là-dessus. On a des files d'étudiants qui n'ont pas de quoi manger. On a été nombreuses sûrement, enfin c'est peut-être votre cas, en tout cas ça a été le mien, à travailler pour payer nos études. Aujourd'hui, ces petits boulots-là n'existent plus avec le Covid. Moi j'étais serveuse, j'ai travaillé dans un restaurant, c'est pas un boulot qui existe. Et en fait, il y a plein de jeunes qui se débrouillaient, vaille que vaille, mais qui se débrouillaient avec des petits boulots, avec des compléments et qui ne peuvent plus les avoir aujourd'hui et qui sont donc dans une précarité qui est dramatique. Donc nous, on défend la sécurité sociale alimentaire. Donc c'est un outil qui s'adresse aux jeunes, mais qui s'adresse globalement à toutes les personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes pour pouvoir manger dignement chaque jour. On est quand même dans un pays qui gaspille 40% de ce qu'il produit en ressources alimentaires et où les gens n'ont pas à manger à leur faim. Donc en fait, ça n'est plus possible. Nous, ce qu'on propose, donc la sécurité sociale alimentaire, c'est la mise en place d'un dispositif qui permet aux plus précaires d'aller s'adresser dans des réseaux de circuits courts à des producteurs, soit à des magasins de producteurs, soit à des producteurs ou des productrices directement sur les marchés ou près de chez eux, de manière à pouvoir distribuer des denrées alimentaires et en même temps financer les circuits courts. Donc ça, c'est un dispositif qui est en réflexion à l'échelle nationale entre plusieurs régions, avec des élus écologistes. Ça fait plusieurs années qu'on travaille, et divers gauche d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce dispositif qui est mature et nous souhaiterions l'expérimenter sur le mandat. Ça, c'est sur la question de la précarité alimentaire. On a évidemment d'autres, donc la question de l'accès au logement, c'est une question essentielle. On a la question de la précarité menstruelle aussi, Loïc Chénégirard en a parlé, mais vraiment aujourd'hui, les associations étudiantes qui le font, c'est super bien. J'ai rencontré l'Union Pirate, qui est un syndicat à l'université de Rennes 2 qui fait des temps où il offre aux jeunes filles des protections périodiques. C'est OK, mais sauf qu'aujourd'hui, si les syndicats étudiants ne le font pas, c'est pas généralisé, c'est pas un dispositif qui est disponible partout, c'est pas un dispositif qui est disponible aujourd'hui dans des réseaux de formation professionnelle, de lycée, alors qu'il y en a autant besoin qu'à l'université. Il faut vraiment faire en sorte de lutter partout contre la précarité alimentaire et contre la précarité menstruelle. Ensuite, il y a la question de l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on a un enjeu d'orientation. Globalement, c'est pas que l'accès à l'emploi, c'est l'accès au monde du travail globalement, avec un accompagnement des jeunes vers des métiers d'avenir pour qu'ils aient à la fois la possibilité de se former, d'avoir des formations qui correspondent à leurs envies et qui correspondent aussi aux possibilités que va offrir le monde de demain comme emploi épanouissant, qui offre du sens, qui offre des bonnes conditions de travail, qui ne sont pas délocalisables. Et là-dessus, on a un travail considérable à faire, qui est un travail de recueil d'intentions et d'orientation. Parce que ces métiers, ils vont se faire avec celles et ceux qui ont envie de les co-construire. Donc voilà, une fois encore, on ne va pas faire à la place, on ne va pas construire des cases dans lesquelles il va falloir rentrer. Je pense que votre génération a assez souffert avec Parcoursup et avec tous ces dispositifs-là. Enfin, je suis vraiment désolée pour tous les baby-boomers des années 2000 qui ont connu les classes surchargées, qui ont connu Parcoursup, qui ont connu pas de place à l'université, alors que quand vous êtes tous nés dans les années 2000, bah, on savait que 20 ans plus tard, vous alliez rentrer à l'université. Enfin, globalement, que 10 ans plus tard, vous alliez rentrer au collège, au lycée et 20 ans plus tard à l'université. Et pourtant, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, il s'agit de se poser la même question sur l'entrée sur le marché du travail et d'être cohérent et d'être ambitieux sur ce qu'on est capable de proposer. Donc cet enjeu d'orientation, il me paraît important. Et je voudrais finir, parce qu'il y a plein de choses, mais je voudrais finir sur un dernier point, qui est celui du retour à la convivialité, au bien-être psychologique.
Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui me disent souffrir aussi de ce manque de lien, en fait. Et cette rupture, elle est terrible à une période de la vie où on a juste envie de profiter. Et je pense que la région a un rôle dans le retour de la culture, dans le retour de la fête, simplement, dans le retour du sport, dans le retour de l'être ensemble de la vie, de ce qu'on appelle la vie étudiante, en fait. Ce qui fait aussi la joie d'être dans un lycée, d'être dans un campus, bah, c'est pas seulement d'apprendre, c'est aussi de partager des moments, voilà. Et je pense que là-dessus, on a des dispositifs expérimentaux. On a dit qu'on serait une région exemplaire sur le déconfinement. Je pense qu'on peut l'être aussi sur le retour à la fête, sur le retour à l'être ensemble, et qu'on a quelque chose à inventer et à accompagner. Voilà, parce que là, pour ça, il faudra se doter de moyens sanitaires, d'accompagnement, et que ça coûte cher nécessairement. Mais c'est des moyens qu'il faut mettre, parce que c'est quelque chose qu'il faut être capable d'offrir à cette génération. En fait, on en a tous et toutes besoin, mais on sait que c'est un besoin vital pour la jeunesse, et que c'est important aujourd'hui de se positionner et de mettre les moyens, et de ne pas dire bah, écoutez, vous n'allez pas faire la fête tout de suite, parce que pour que vos associations étudiantes fassent la fête, bah, il faut des tests, il faut des grands espaces, il faut la possibilité d'organiser les flux au bar, etc. Bah non, en fait, on va mettre les moyens pour que ce soit possible, voire pour que ce soit expérimenté avec les associations étudiantes, par exemple. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer du coup ce débat, et merci à tous d'y avoir participé, Monsieur Le Guernevet. Alors, plein de choses ont été dites. Dans l'Observatoire des jeunes qui a été mené par le CRIJ Bretagne, une des principales préoccupations, je le disais tout à l'heure, c'était l'alimentation. Et alors, une alimentation de qualité et puis une alimentation en quantité, enfin, de quoi pouvoir manger 3 fois par jour, c'est quand même primordial. Donc, oui, il y a des tarifs de restauration scolaire dans les lycées qui sont basés sur des critères sociaux pour permettre à tout le monde de manger de la même façon, quels que soient ses revenus. Travailler avec les restaurants universitaires aussi sur des modèles qui permettent aux étudiants de se nourrir convenablement et suffisamment tous les jours. La question du logement, on le voit, nous avons une région qui est très attractive, avec une gentrification de beaucoup de nos villes qui sont touristiques, avec des propriétaires qui ont plus intérêt à faire du Airbnb qu'à faire du logement étudiant, et des logements étudiants qui se raréfient, où on n'arrive pas à caser tous les étudiants dans un logement en début d'année universitaire, avec des situations très problématiques, d'étudiants qui doivent dormir dans leur voiture. Donc ça, ce n'est pas acceptable pour une région comme la nôtre. Donc il faut que l'on construise davantage de logements étudiants, qu'on passe des accords avec des bailleurs sociaux, avec Action Logement, pour justement pouvoir développer sur les pôles universitaires davantage de logements, pour que justement chaque étudiant puisse, en début d'année universitaire, trouver un logement pour vivre. Il faut aussi travailler au sein de la région Bretagne avec le rectorat pour que chaque étudiant puisse trouver une formation en début d'année universitaire, et qu'on ne se retrouve pas comme c'est le cas cette année universitaire, avec des jeunes qui ont attendu désespérément d'avoir une formation qui s'ouvre à eux sur Parcoursup, avec des recours administratifs qui ont été faits et qui n'ont abouti sur rien du tout, qui ont laissé des jeunes complètement désœuvrés et qui les a probablement déscolarisés définitivement. Donc là aussi, la région elle doit être proactive là-dessus. Et puis, on l'a dit, hein, nous, notre priorité, c'est l'emploi. Et donc, tous ces jeunes qui, du fait du Covid, du fait de Parcoursup, du fait de plein d'accidents de la vie ou de l'administration, vont se retrouver sans rien. Nous allons investir dans un dispositif, un jeune, une formation, un emploi, avec un revenu de formation sur 6 mois qui permettra, dans des filières qui recrutent, et que nous allons travailler avec des organisations patronales, avec les entreprises, pouvoir mettre en place pour que voilà, les jeunes qui sont en décrochage, les jeunes qui voilà, ont des accidents de la vie et qui font qu'ils se retrouvent sans formation, sans métier entre les mains, voilà, puissent être accompagnés par la région pour pouvoir s'insérer professionnellement par la suite, avec une formation qui va durablement les laisser dans l'emploi.
Je pense qu'on a terminé. Coupe-moi si j'ai tort, Yuen. Mais je vais en profiter du coup pour tous vous remercier, en tout cas pour ces échanges très riches. Vraiment beaucoup d'éléments très intéressants. Et en tout cas, nous, ça va forcément alimenter notre réflexion et celle de nos organisations membres au sein du FFJ. Et on reste disponible en tout cas pour échanger avec vous après les élections sur nos propositions. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Offrir aussi des espaces de débat qui sont rares en ce moment. Donc voilà, merci vraiment d'avoir organisé ce débat. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci.